Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci aux autres d'avoir été là et d'être encore là. C'est vraiment un bonheur que ces salles soient pleines pour une rétrospective originale conçue par Jean-François Roger à la suite de son livre Rosso Sangue, le cinéma italien des années de plomb, paru chez Façonnage et que vous pouvez bien évidemment trouver dans toutes les bonnes librairies. Et c'est vrai que c'est une programmation originale parce que c'est à la fois une décennie dont les films d'exploitation ou les films commerciaux sont peu montrés, et puis c'est aussi une rétrospective qui mélange, qui rapproche ou qui confronte des grands noms comme Visconti ou Pasolini, et puis des cinéastes comme par exemple Carlo Lizzani, dont on a vu Bandit à Milan à 15h. Là, à 17h30 maintenant, El Ciuncio, Quien Sabe en version originale, le film de Damiano Damiani. On est encore avec Gian Maria Volonté, ou plutôt déjà, puisque le film, celui-ci est de 1966 et le précédent était de 1968. À la musique, ce n'est plus Rizzo Ortolani, mais c'est Bacalov. Bref, pour vous parler de El Ciuncio, de nouveau Jean-Baptiste Toré. Jean-Baptiste Toré, je le disais, est réalisateur, essayiste, amoureux du cinéma américain et italien, entre autres. Voilà, Jean-Baptiste, quelques mots sur El Ciuncio. Merci Bernard. Juste une question, qui était là pour Bandit à Milan? Ah oui, c'est bien. Non, parce qu'en fait, j'ai presque envie de commencer très rapidement par une fois maintenant que vous avez vu Bandit à Milan, et Bernard mentionnait la présence de Jamma Volonté, en fait, qui est à peu près de tous les grands films italiens de la période, donc c'est pas non plus une immense rareté, mais quand même, et de revenir sur Bandit à Milan, parce qu'il y a un lien, il y en a plusieurs, mais j'en mentionnerai qu'un, entre Bandit à Milan et El Ciuncio, plutôt dans l'autre sens, El Ciuncio et Bandit à Milan. C'est que vous avez vu maintenant, vous avez vu ou revu Bandit à Milan, que le criminel Piero, joué par Gian Volonté, on l'apprend au cours du film, et de façon un peu incidente, implicite et discrète, était un ancien membre du Parti communiste. Je ne sais pas si vous l'avez repéré pendant la projection du film. Il y a plusieurs moments où on discute, c'est quelqu'un qui est plutôt lettré, qui lit Albert Camus, Le repos du guerrier quand il est au lit, etc. Tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui est donc un ancien militant du Parti communiste, et donc on comprend en fait qu'il a fait sécession, qu'il est parti du parti, considérant d'une certaine manière que les actions du Parti communiste, en tout cas la puissance révolutionnaire du PC à l'époque, en fait étaient un peu au temps mort, hein, en sommeil, et qu'il fallait adopter d'autres moyens maintenant pour faire cette fameuse révolution. Et on voit bien qu'un film comme Bandit à Milan, en fait, se situe presque dans la préhistoire de ce moment où le PC et l'extrême gauche vont commencer à se séparer, à s'affronter. Le PC militant plutôt, grosso modo, pour ce qui deviendra le fameux compromis historique des années 70, Aldo Moro, etc., vous connaissez l'histoire, et l'extrême gauche militant plutôt pour des actions un peu plus, on pourrait dire, un peu plus violentes, ou ce qu'on appelle de la violence politique. Et c'est intéressant parce que Bandit à Milan, donc Piero, Gian Maria Volonté dans le film, le dit presque texto dans le film, lorsqu'il dit « Oui, mais finalement, le PC, ils s'endorment, ils font rien du tout, il faut maintenant qu'on passe à une autre échelle. Hein » Et on voit bien que cette espèce d'écart entre le PC et l'extrême gauche, autrement dit, est-ce qu'on peut utiliser la violence pour faire avancer ses idées, qui se posent dans l'Italie du musée des 60, arrive dans Bandit à Milan. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que El Ciuncio, on pourrait presque dire, c'est la réponse, mais qui est donnée avant à Bandit à Milan. El Ciuncio raconte, vous le savez, qui a déjà vu le film parmi vous? Ouais. Donc un peu plus que Bandit à Milan quand même. On pourrait dire que El Ciuncio, dans le parcours de Gian Maria Volonté, c'est presque l'histoire d'un personnage qui à un moment est devenu criminel, a ramassé de l'argent, a décidé de passer par des actions un peu plus violentes pour soi-disant faire aboutir sa cause, mais en fait ça devient un simple criminel, alors que dans El Ciuncio, c'est un film sur on va presque dire le cas de l'émancipation politique d'un personnage qui commence comme un bandit, un peu comme là où termine d'une certaine manière Gian Maria Volonté dans Bandit à Milan, et qui peu à peu va acquérir une conscience politique, autrement dit cet argent, la violence, les crimes, la technique, etc. Tout ça on peut le mettre au service d'autre chose, et cette chose ça s'appelle la révolution. Alors El Ciuncio,
c'est à mon avis un des 3-4 plus grands westerns de l'histoire du cinéma italien. Ce que vous allez voir est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Moi, c'est un film que j'ai vu un nombre de fois absolument incalculable, et à chaque fois que je le revois, je suis toujours scié, mais de façon presque, on pourrait dire basique, triviale, simple au début, par la puissance à la fois des acteurs, Jama Volonté, Thomas Milian, vous allez voir, il y a comme Martin Beswick, il y a différents acteurs comme ça, Lou Castel, mais ça j'y reviendrai, et puis évidemment la dimension professionnelle de Damiano Damiani. D'ailleurs, Damiani est un cinéaste, vous le savez, qui n'a jamais été totalement reconnu en tant que grand auteur dans l'histoire du cinéma italien. Il n'avait pas évidemment le statut des Antonioni, Visconti et toute la bande. Les Italiens l'ont considéré comme une sorte de faiseur, hein, une sorte de professionnel qui savait maîtriser, passer d'un genre à l'autre. Il a fait des films de mafia, il a fait des films plutôt intimistes au début de sa carrière, là il fait du western italien, mais on n'a jamais considéré que Damiani était véritablement un auteur, ce qui n'est pas le cas, et je pense qu'un film comme El Ciuncio le prouve. Alors, en deux mots quand même sur Damiani avant que cet homme arrive à El Ciuncio. Comme le rappelait Bernard, le film est tourné en 66, il sort en 67, et c'est un moment de bascule dans la carrière de Damiani. Jusque-là, Damiani, c'est plutôt, on pourrait dire, le cinéaste qui travaille dans le cinéma d'auteur, un peu exigeant, un peu sophistiqué, un peu chiant, diraient certains, une espèce de... Finalement, il est dans la queue de comète, une sorte de sous-Antonioni, hein, on montre qu'on fait des films ultra-arty, etc. Il a adapté, par exemple, Moravia, L'ennui ou sa diversion, c'est lui qui l'adapte en 63. Il adapte Elsa Morante, Arthur des Îles, un an et demi plus tard. Donc il fait vraiment un cinéma, on pourrait dire plutôt intellectuel, auteur, avec des personnages qui se posent des questions existentielles, enfin la caricature d'Antonioni telle que Risi la raconte dans Fanfaron par exemple. Hein, voilà. Et puis un jour, en fait, Damiani, il va changer de braquet. C'est ça qui est assez drôle. Et il va se dire, oui, mais bon, là, on fait grosso modo, on fait des films pour la secte des intellos, les gens qui fréquentent les ciné-clubs, les cinéphiles, les gens qui voient les films d'Antonioni. Mais est-ce que le peuple italien qui à l'époque va en masse dans les salles de cinéma, est-ce qu'ils vont voir ces films-là? Est-ce que Antonioni, ça a autant de succès que Thomas Milian ou western italien? Réponse non. Donc là, il a conscience, en tant que membre du Parti communiste, cinéaste comme la plupart, engagé vraiment à gauche, qu'il faut, presque pour des raisons politiques d'efficacité, il faut changer de braquet, il faut arrêter de faire des films pour la secte, on pourrait dire, cinéphile, un peu intello, qui évidemment effraie le grand public italien qui ne va pas voir tous ces films que nous on adore et qu'on a célébrés, et il décide d'utiliser le genre, en disant maintenant, c'est via le genre, comme une sorte de cheval de Troie, que je vais défendre les mêmes idées, avec la même exigence, mais cette fois, je vais toucher, c'est un vieux débat et c'est un vieux problème, hein, des gens qui ne sont pas convertis. Et donc pour lui, El Ciuncio, c'est ça. C'est à l'origine, c'est vraiment une arme pour faire un film politique, mais qui est à 1000% politique. C'est presque une petite leçon d'histoire politique, El Ciuncio. Si vous oubliez 2 secondes le fait que le film se passe à la frontière mexicaine, vous oubliez tous les codes, on pourrait presque dire, du western, c'est vraiment un film politique. Et d'ailleurs, Damiani était un peu enragé quand on lui disait « vous avez fait un formidable western italien ». Et Damiani répondait « El Ciuncio n'est pas un western hein. El Ciuncio, il disait, est un film politique ». Hein, et je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ça, le prendre vraiment comme un film politique. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le film, en fait, va inventer une sorte de sous-genre qu'on appellera le fameux western Zapata, hein, si on veut. Il y a eu, souvenez-vous, le western italien commence en 64. Je vais très très vite. Hein. C'est Sergio Leone, voilà, c'est l'arrivée d'un nouveau filon, etc. Et puis 2 ans et demi, 3 ans plus tard, va arriver un sous-genre de ce western italien popularisé par Sergio Leone. On pourrait dire que c'est le western politique. Donc plutôt d'ailleurs zapatiste d'une certaine manière. Il y a 2 cinéastes qui vont effectuer, on pourrait dire, cette transition, qui vont être les grands, qui vont réaliser parmi les plus grands fleurons. C'est Sergio Sollima d'un côté, l'homme qui a fait évidemment Colorado, Saludo Sombre, etc., avec Thomas Milian dans le rôle du péon dont je vous parlais, le pauvre paysan mexicain hein, qui est oppressé comme ça par les forces du pouvoir, les forces capitalistes, les cattle barons, etc. Et puis il y a Damiano Damiani avec El Ciuncio. Alors c'est intéressant, c'est quoi ce western Zapata? Souvent on se dit oui mais finalement c'est une sorte de déclinaison de, je sais pas, Viva Zapata de Kazan, ou alors de Veracruz de Robert Aldrich, parce que le Mexique s'est invité dans le western américain avant de devenir un sujet de western italien. Mais il y a une immense différence, pour faire court, c'est que dans le western américain, grosso modo, lorsque vous avez tous vu Veracruz de Robert Aldrich, film de 54. Oui. Bon.
Et dans Veracruz, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a ces espèces de deux bandits, enfin sudistes, nordistes, soldats de la guerre de sécession, devenus des bandits qui arrivent au Mexique et pour faire un peu des affaires, etc. Et ces bandits-là, en fait, ce sont les archétypes des Yankees, des Américains, mais qui sont regardés par les péons et par les Mexicains comme des modèles. Tout le monde aurait envie d'être les Yankees. Ils sont très désirables, Gary Cooper. On a envie d'être eux. Autrement dit, dans la façon dont le western américain a représenté la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est toujours d'une certaine manière le Yankee qui regarde le péon. Dans le western italien politique, à partir de Chuncho, Colorado, etc., c'est le contraire. Vous allez voir, il y a beaucoup de séquences où on voit tout simplement le personnage du Yankee, qui là est joué dans le film par Lou Castel, qui est regardé par les péons. Autrement dit, le film change complètement de point de vue. C'est plus les Yankees qui vont éduquer comme dans les 7 mercenaires, ces gentils péons qui ne savent même pas tirer avec un bout de bois. Hein. Là, c'est tout le contraire. C'est que le Yankee devient, il est appelé comme ça dans le film, El Niño, hein, c'est le petit. Donc inversion totale évidemment du rapport de force, on pourrait dire entre le monde colonisateur, l'impérialisme américain et le monde décolonisé. Parce que c'est ça évidemment le sujet d'El Chuncho et d'une série de films à partir d'El Chuncho qui vont fleurir. Comme ça devient un sous-genre, il y aura le mercenaire, Companeros, que je viens foutre dans cette révolution, 3 pistolets pour un massacre, Tepepa. Enfin, la liste est extrêmement longue de ces films qui, à partir de Chuncho, vont prendre toujours le même schéma. Un péon un peu mal dégrossi, un peu excité dans la veine de Jama à volonté, qui peu à peu va prendre conscience que il peut mettre au service d'une cause politique, en fait, son savoir-faire, sa bande, son énergie, etc. Et puis de l'autre, généralement, quelqu'un du monde impérialiste. Alors c'est un Allemand, c'est un Suédois, c'est un Anglais, c'est un Américain. À un moment donné, c'est Thomas Millier, non, c'est Tony Musante dans Companeros qui dit, bon, en gros, c'est tous des blonds, grosso modo. Voilà. Et les fameux Yankees qui vont toujours incarner, évidemment, le visage de l'impérialisme. Alors évidemment, on est le des années 60, et vous comprenez évidemment la métaphore politique de ça. C'est au moment de la guerre du Vietnam, qui d'ailleurs est déjà cité, vous avez vu dans Bandit à Milan, il y a des massacres, regardez ce qui se passe au Vietnam. Il faut avoir en tête le contexte aussi bien italien qu'international des années 60 pour comprendre que le western Zapata devient évidemment une charge contre l'impérialisme et l'interventionnisme essentiellement américain. Thomas Millian ou la Jama à volonté dans les Chucho représentant grosso modo le tiers-monde. Bon. Mais, et je terminerai avec ça, il représente le tiers-monde, mais cette histoire de western Zapata, c'est pas uniquement une transposition du western américain ou du conflit États-Unis-Mexique en Italie. Il faut jamais oublier que le western, en fait, italien, il a surtout des racines en Italie, et encore plus le western Zapata. Pourquoi ? Parce que pourquoi les Italiens, le public italien va adorer ça ? Pourquoi les cinéastes vont être motivés pour mettre en scène ce conflit États-Unis-Mexique qui sont très très loin de l'Italie ? C'est parce que dans le conflit entre les États-Unis et le Mexique, les Italiens, eux, ils voient un autre conflit. En tout cas, ils le prennent comme la métaphore du conflit entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie. Problème qui a commencé avec le Risorgimento difficile, le rattachement du royaume des deux Siciles à l'Italie, qui d'ailleurs dans l'unité n'a qu'une centaine d'années. Il faut quand même faut le rappeler. Et donc, lorsque le western Zapata arrive, oui, il y a des Américains, vous verrez, il y a une dizaine de cactus en plastique, en fait, que Damiani déplace dans le film pour faire croire qu'on est en Arizona, enfin là en l'occurrence au Texas, mais en fait pas du tout. En fait, ce qui se joue et ce que les gens comprennent, c'est qu'on est en train de parler du conflit entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Tout ça pour finir par dire que le fameux El Peón, cette espèce de petit paysan mexicain qui devient l'homme du peuple, qu'a incarné Milian, qu'incarna Jama à volonté, en fait est un personnage qui est fascinant parce qu'il trouve sa vraie origine un peu du côté du Mexique, mais fondamentalement, il le trouve du côté de l'Italie du Sud et de ce qu'on a appelé, alors je ne sais pas si vous connaissez ces thèses-là, de ce qu'on a appelé le fameux bandit social qui commence à émerger dans l'Italie du Sud, en gros, au début du 19e siècle, avec des bandits sociaux qui, face à l'oppression, face à l'exode du pays vers le nord, face à la perte de la ruralité, etc., vont être obligés de se mettre hors la loi pour faire survivre leur famille de paysans. Ça, c'est le sort de l'Italie du Sud. Donc tout le monde, lorsqu'il voit débarquer Jama à volonté en paysan mexicain, tout le monde se dit, on s'en fout, c'est le paysan de la Lucanie, c'est le paysan de la Sicile, c'est le paysan du Mezzogiorno, qui est la phase donc, sud de l'Italie. Donc ça, c'est important d'avoir en tête, puisque Jama à volonté dans le film, le fameux El Chuncho, en fait, c'est l'héritier beaucoup plus, d'une certaine manière, de Salvatore Giuliano, ou des bandits sociaux de l'Italie des années
du début du 19e siècle, qui ira jusqu'en gros 1950 à peu près, que des paysans mexicains. Dernière micro-anecdote, il y a un film dont je ne parle pas, mais qui me semble être une espèce de chaînon manquant entre El Chuncho et puis tous les westerns américains dont on parlait autour du Mexique. C'est un film qui s'appelle Bandy Orgo Solo, vous avez peut-être vu, film de Vittorio De Seta, qui est un film extrêmement important, qui est un vrai film sur le bandit social, qui est une sorte de film de genre sans le genre. Et celui qui doublait la voix en fait, du personnage du bandit d'Orgo Solo, c'était déjà Germain Volonté. Voilà. J'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne projection et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Baptiste de votre projection. Ah oui, j'ai rien dit sur Lou Castel, oui, évidemment. Alors, je vais très très vite. Non, j'ai une minute. Non, pour dire que les deux acteurs principaux, c'est déjà Ma Volonté, on en a déjà parlé, je vais pas y revenir, etc. L'autre, c'est Lou Castel. Lou Castel, et ça raconte un peu ce que je vous disais sur ce cinéma italien dont on n'arrive jamais vraiment à comprendre, parce que c'est une question complètement stupide, à savoir qu'il est du côté d'auteur ou du côté populaire. Bon, Lou Castel, il sort des poings dans les poches de Marco Bellocchio. Donc il a vraiment l'image de l'acteur intello hardcore, et il vient jouer dans un western italien, un peu comme Pasolini dans Requiem. Donc soit on se dit il n'a rien compris, il est complètement crétin, ou alors ça nous raconte quelque chose de l'histoire du cinéma italien. Et dernière chose en rapport avec ça, c'est que évidemment le film est coécrit alors par Lisani et par Franco Solinas, qui était un scénariste extrêmement politique en Italie. C'est lui qui a notamment écrit plusieurs scénarios, dont Quemada par exemple, dont Monsieur Klein, enfin on pourrait citer La bataille d'Alger, le film de Francesco Rosi. Absolument. Donc on voit bien que tout le monde est très politisé, tout le monde appartient grosso modo au Parti communiste italien à ce moment-là, et tout le monde se pose des questions sur la fameuse stratégie à suivre. Et Lou Castel, toute dernière chose, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui à cette époque-là, bon, il était très engagé, Lou Castel, et en fait il reversait la plupart de ses cachets à des associations maoïstes. Il était complètement dans le trip évidemment à l'époque, et d'ailleurs il a été tellement un activiste hardcore, Lou Castel, je parle de l'acteur Lou Castel, qu'en fait il s'est fait expulser d'Italie en 72, hein. Pas à cause du film, mais à cause de ce qu'il faisait. Voilà, merci beaucoup. Merci.